La crypto, la blockchain, on en parle un petit peu dans tous les épisodes de Charge Positive, que ce soit sur l'épisode sur l'argent ou sur l'épisode sur le carbone, mais jamais on le définit vraiment, jamais on voit des cas d'usage précis. Et aujourd'hui, on a décidé de remédier à ça avec la présence fabuleuse de Sébastien Couture, qui est un expert crypto, blockchain, qui a deux podcasts du nom de Epicenter et Interop, dans lesquels il parle de ça très souvent. Bonjour Sébastien. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu fais, ton podcast, de quoi il parle, et puis après on va se lancer dans le vif du sujet et on va rentrer sur ces problématiques passionnantes. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, ça fait plus de 10 ans que j'anime un podcast qui s'appelle Epicenter, qui est un des premiers, je dirais peut-être même le premier podcast crypto, et surtout celui qui existe depuis le plus longtemps, parce que on a démarré en décembre 2013 et on produit des épisodes depuis toutes les semaines. Donc ça va faire bientôt Oh. 12 ans ou 13 ans. Et au-delà de ça, aujourd'hui j'ai une petite structure qui s'appelle Interop, qui accompagne les startups dans le monde de la crypto, de la DeFi précisément. Et on pourra en parler un peu plus de ce que fait Interop. Et puis je pense qu'on va surtout essayer de démystifier ce que c'est la crypto et la DeFi, parce que souvent en France on nous parle dans les médias, on en a parlé un peu avant, dans les médias, on nous parle de Bitcoin, on nous parle De de la blockchain. crypto-monnaie, de blockchain, mais on parle assez peu de la DeFi, je pense, et quel est le projet derrière, qui est un projet assez ambitieux, qui est un peu remis en cause en ce moment, avec les marchés euh, qui sont carrément à la baisse, voilà, comme tous les marchés Alors, equity, etc. DeFi, Voilà. ça se définit comment? Oui, Enfin, on peut définir déjà ce que c'est la DeFi. La finance décentralisée, si on remonte aux premiers exemples de produits de finance décentralisée qui ont été développés sur Ethereum, c'est un projet qui vise à créer des nouvelles infrastructures financières. Donc avant même de créer de la monnaie ou de créer un actif, il y a un projet qui est de créer une nouvelle infrastructure sur laquelle la finance mondiale, c'est-à-dire l'échange de biens et de services et la financiarisation de ces actifs, peut transiter de manière plus efficace, plus traçable, moins chère et, euh, et je voudrais dire aussi plus permissionless, c'est-à-dire où les gens ont la possibilité d'accéder à cette plateforme et de construire des choses dessus. C'est hmm. aujourd'hui, vous voulez, je sais pas, créer un nouveau produit financier, une nouvelle banque, un nouveau service financier, ben, il faut accéder à une infrastructure qui est privée, qui est fermée, qui est contrôlée par des banques traditionnelles, par tout un tas d'acteurs et d'intermédiaires qui ont le contrôle de cette infrastructure et qui finalement décident de qui a le droit d'y accéder ou non. Après, il y a tout un volet légal et réglementaire aussi qui peut bloquer l'accès à certaines personnes. Mais voilà, la finance décentralisée, c'est créer l'Internet de la finance finalement. C'est-à-dire aujourd'hui, n'importe qui peut créer son site Internet, créer une adresse email, avoir ses serveurs chez soi même s'il le souhaite. La finance décentralisée, c'est de créer cette infrastructure qui permet à n'importe qui de créer un actif financier. Euh, et, euh, et c'est ça le projet. Donc, lorsqu'on se rend compte de cette réalité, c'est là qu'on voit, ok, ça va être compliqué parce que on a toute une industrie qui protège ce qu'elle a créé, qui protège son infrastructure, qui protège ses business. Il y a tout un tas d'intermédiaires aujourd'hui qui existent afin de faire fonctionner cette infrastructure. Et une autre chose, on en a parlé un peu par rapport à la crise des subprimes, c'est que cette infrastructure, elle est très opaque. En Hmm. tant que particulier, même en tant qu'entreprise, on a assez peu d'informations sur les actifs qui y transitent, le volume de transactions, et toute cette information, en grande partie, elle est pas accessible à monsieur et madame tout le monde. Euh, la DeFi, au contraire, les infrastructures sont totalement auditables, transparentes. Donc en fait, on peut avoir accès aux transactions et on Mais à connaît la travers quel nature des biais actifs. c'est bien, je pense, d'expliquer un peu comment s'inscrivent toutes ces transactions dans la blockchain. Et parce que ça paraît très abstrait, alors qu'en réalité, c'est pas forcément très compliqué. Mais je pense que Ouais. c'est bien aussi de comprendre quelle est l'infrastructure sous-jacente qui permet cette traçabilité, cette transparence. Bah, l'infrastructure sous-jacente, ce sont des blockchains. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de rappeler un peu ce qu'est une blockchain. En gros, une blockchain, c'est un registre euh, qui, euh, qui est immuable, où on inscrit des transactions. Ce registre garde la trace
des transactions et aussi des comptes, du solde des différents comptes qui existent sur cette blockchain, et la sécurité de ce registre. Voilà. Désolé, hein, c'est assez rare que je parle en français, que je parle de crypto en français, ça arrive peut-être une fois par an, mais voilà, donc la traçabilité et la sécurité de ce registre est assurée par tout un tas d'acteurs qui œuvrent à faire en sorte que les inscriptions sont véridiques, et il y a tout un tas de mécanismes économiques qui font en sorte qui sont incentivés, encouragés, qui sont encouragés à vouloir garder la vérité sur ce registre. C'est-à-dire qu'ils sont pénalisés lorsqu'on inscrit des fausses transactions ou lorsqu'on veut changer l'historique des transactions. Donc ça, je pense que ça a été, on en a parlé de la blockchain et puis de la sécurité de la blockchain depuis plus d'une décennie. Je pense que les gens qui veulent vraiment comprendre comment ça fonctionne peuvent se renseigner sur tout un tas de canaux. Voilà, il faut savoir que c'est un registre qui ne nécessite pas une société ou un acteur ou un régulateur pour assurer la traçabilité et la véracité des transactions. Donc incorruptible. Voilà, incorruptible. À partir du moment où on a accepté ça, on peut construire tout un tas de use cases, d'applications et d'actifs sur cette blockchain. Et notamment des produits financiers et des applications financières. Des choses toutes simples comme par exemple le fait de pouvoir échanger un actif contre un autre. Voilà ce qu'on appelle... Aujourd'hui, vous voulez trader de l'or contre des euros ou acheter des actions, vous allez chez votre banque. Votre banque, elle passe des ordres pour acheter des actions à votre compte, pour votre compte à vous. C'est votre banque qui détient les actions, qui les conserve pour vous. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une banque ou d'un tiers pour acheter des actifs sur une blockchain. Vous le faites et puis les actifs, elles vous appartiennent. Directement. Du coup, est-ce que pour toi, je sais que pour pas mal de gens, la crypto, ça a plus l'air d'être un projet politique et philosophique presque, que l'évolution naturelle de l'échange entre humains en fait. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que pour toi, c'est tout simplement le next step naturel de la technologie d'échange entre les humains, ou est-ce que c'est une branche plutôt politique? Est-ce que c'est une autre façon de voir les choses, plus libertaire, ou est-ce que c'est les deux en même temps? Je pense que c'est les deux en même temps, et tu fais bien de dire que c'est un projet politique avec une ambition de changer la façon dont fonctionnent aujourd'hui nos systèmes financiers. Et je pense que assez peu de gens l'admettent, mais c'est important de se le garder en tête. Le Bitcoin a été créé juste après la crise des subprimes. Et dans le premier bloc de la blockchain Bitcoin, on a inscrit la couve d'un journal au moment où le chancelier allemand allait bail-out encore des banques suite à la crise financière. Et donc ça, c'est un message qui a été laissé par celui qui a créé le Bitcoin, et c'est un message politique et idéologique. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les origines de la crypto. Et je dirais que ce qui se passe en ce moment, avec l'institutionnalisation de la crypto, c'est nécessaire, mais on s'éloigne peut-être aussi un peu de ce projet politique. Mais du coup, justement, c'est comment... j'ai du mal à comprendre comment deux univers, qui est la finance traditionnelle et la DeFi, vont arriver à un moment donné à un peu se merger, parce que bon, ça commence un peu avec les BlackRock qui créent des ETF, etc. Les ETF, mais là, on ne touche pas encore à leur métier à eux. C'est-à-dire l'infrastructure financière. Et donc du coup, en face, tu as des idéalistes, hackers, cyberpunk, et de l'autre, tu as des gens en costume 3 pièces qui ont des institutions qui sont centenaires, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, il ne va pas y avoir un clash, ou est-ce que ce clash est déjà en cours ? Je pense qu'il ne faut pas s'attendre forcément à un clash, mais simplement une consolidation et peut-être un écartement de certains types de use cases et certains acteurs. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec Internet. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que Internet, c'était aussi à la base un projet avec de fortes connotations politiques et idéologiques, avec les cypherpunks des années 80 et 90, des gens comme Mark Miller qui s'amusaient à imprimer l'algorithme RSA sur leur t-shirt
parce qu'à l'époque, les algorithmes de chiffrement étaient considérés aux États-Unis comme des munitions, et on ne pouvait pas les exporter, donc eux, ils s'amusaient à les imprimer sur un t-shirt et partir en avion dans des pays étrangers, voilà, pour narguer l'État. Donc en fait, Internet aussi, c'était un projet politique. Napster, toutes ces applications qui allaient à l'encontre des lois sur le copyright, etc., avaient aussi des fondamentaux philosophiques et idéologiques de ce qu'était voilà, l'appartenance de la donnée, etc. Et la crypto aussi s'inscrit là-dedans. Mais ce qui s'est passé sur le web, c'est que en même temps, on a créé des centaines de milliards, des trillions, je ne sais pas si ça se dit en français, de dollars de valeur et de nouveaux types de business et de nouveaux types d'usages qui n'existaient pas avant. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans la crypto aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus Napster, mais on a Spotify. On n'a plus le téléchargement en BitTorrent, mais on a Netflix. On n'a plus voilà, des articles piratés, mais en fait, on paye son journal Le Monde. Donc, on a des nouveaux types de business models qui se sont créés, des nouveaux types de services aujourd'hui qui n'existaient pas avant et qui n'étaient pas possibles, des choses comme Deliveroo ou voilà, toute la sharing economy. Et je pense que de voir les choses dans ce scope, ça permet aussi de voir où pourrait aller la crypto. Et je pense que en fait, avant, j'aime bien cet exemple. Avant l'e-commerce, il y avait du commerce. Et ce commerce, voilà, on achetait et on vendait globalement les mêmes produits et services. Voilà, des produits physiques, des services physiques, enfin des services, tout un tas de produits et services. Et avec l'e-commerce, on a changé le sous-jacent, on a changé l'infrastructure sur laquelle se repose le commerce. On a des nouveaux types de produits et services qui n'étaient pas possibles avant. Je pense notamment voilà, au sharing economy. Voilà, Deliveroo, ce n'était pas possible avant d'avoir les infrastructures e-commerce et notamment mobiles. Mais c'est le même commerce. Mais on a même multiplié, je pense, le commerce par rapport à ce qu'il existait avant, dans les années 90, 80, dans le monde d'avant. Et juste pour finir là-dessus, pour moi, la DeFi, c'est une infrastructure, et le but étant de ramener les actifs et la liquidité qui existent aujourd'hui dans ce monde traditionnel dont je parlais avant, sur des infrastructures DeFi, qui sont plus transparentes, qui sont plus ouvertes, pas permissionnées, où n'importe qui peut accéder et développer des produits et services. Et pour moi, c'est ce qui va permettre, comme avec l'e-commerce et l'Internet, de créer voilà, tout un tas de produits, de services, voilà, de la valeur, voilà, des choses qui ont de la valeur pour les gens sur le long terme. Mais il va falloir, voilà, pour revenir sur ce que tu disais Martin, il va falloir forcément que ça devienne plus sérieux, que ça s'institutionnalise, que ça se régule probablement, et on va peut-être perdre un peu cet aspect politique, philosophique, cypherpunk, tout ce qu'on veut. Ça me rappelle de la même façon que là on peut voir encore le fait que les deux coexistent, le monde traditionnel et le monde nouveau. Tu vois, je vois Airbnb est arrivé à remodeler notamment la plupart des capitales dans le monde, mais en même temps les hôtels existent encore, même ils sont challengés par Airbnb, pourtant ils sont toujours là. De la même façon, les taxis existent encore alors qu'il y a Uber aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de voir que ça coexiste encore pour l'instant. À voir dans 50 ans ce que ça donne. C'est possible que dans 50 ans, tout émerge dans un seul système, mais pour l'instant, on vit encore un peu à cheval et c'est assez intéressant. Ouais, mais regarde, les taxis existent encore, mais maintenant, tu as l'appli G7. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en 2010, avec ma tête d'étudiant, quand je sortais le soir, à partir de minuit, je ne pouvais pas prendre un taxi, tu vois. Maintenant, tu peux prendre un G7 de la même manière que tu prends un Uber. Donc en fait, ça force la modernité aussi, enfin ça force, je pense, des acteurs plus institutionnalisés à évoluer. Voilà, mais pour rebondir sur ce que tu dis Martin, je pense que, et on commence déjà un peu à le voir, c'est que les institutions vont créer leur propre blockchain. Donc plutôt que d'aller utiliser une plateforme de finance décentralisée qui a été développée par des étudiants et peut-être même par des gens un peu plus sérieux, mais voilà, ils vont développer leur propre blockchain avec leur modèle, mais qui va quand même se reposer sur du sous-jacent traçable, immuable, interopérable avec les autres applications aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi cet aspect d'interopérabilité qui est hyper important à garder en tête. On a plusieurs blockchains, donc du coup il faut qu'elles soient interopérables. Et ça va se faire comme ça va se faire avec des institutions qui vont lancer leurs propres applications, qui vont lancer leurs propres actifs qui existent aujourd'hui sur des rails traditionnels et qui vont basculer sur des rails blockchain et crypto. Quel gouvernement pourrait lancer sa propre blockchain pour blockchainiser des trucs, pour stocker des informations
Et si oui, quel type d'infos il pourrait... Enfin, ça serait bénéfique dans quoi une blockchain à l'échelle d'un gouvernement en gros? Qu'est-ce que ça permettrait de simplifier, de fluidifier aujourd'hui? Ouais, je pense que les cas d'usage dont on parle depuis bientôt une décennie, je pense que ce ne sont pas les cas d'usage les plus intéressants. On a souvent parlé d'identité numérique, de fluidifier tout un tas de processus gouvernementaux sur une blockchain. Le gouvernement, il a, et ça revient un peu sur l'aspect projet politique, l'État a le monopole du système légal et a le monopole sur la violence. Donc en fait, finalement, l'État n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. En tout cas, à l'intérieur de son propre pays. Donc je ne sais pas si créer une blockchain pour un État, c'est hyper utile. Par contre, utiliser pour créer des actifs qui sont créés par l'État ou qui sont régulés par l'État, je pense que là, on a un potentiel innovateur qui est hyper intéressant. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez en France, dans tous les pays, un registre des propriétés, voilà, où il y a des titres de propriété, le cadastre. Et le cadastre dit, voilà, Martin, tu as cet appartement à Montreuil, ça t'appartient. Et ce registre, il n'est pas accessible à tous. Moi, j'ai envie de construire une boîte qui se sert de cette donnée. Je ne peux pas le faire facilement. Par contre, mettre les titres de propriété, que l'État inscrive les titres de propriété directement sur une blockchain, permet de créer des actifs qui se reposent sur ces titres. Par exemple, tu veux acheter un appartement, tu veux le fractionner, aller vendre des parts de ton appartement, ce serait possible. Alors c'est possible aujourd'hui, mais il y a encore cette couche intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui créent un espèce de titre blockchain pour représenter ton titre de propriété via des contrats traditionnels. Et de l'autre côté, on a un titre blockchain. Mais en fait, on n'a pas besoin de cet intermédiaire. L'État pourrait simplement mettre son registre en ligne. Aujourd'hui, c'est des SCPI, par exemple. C'est des produits financiers qui te permettent d'acheter une part d'un bien immobilier. Et après, tu touches une partie des bénéfices de l'exploitation de ce bien, etc. C'est ça, mais il y a cet intermédiaire en fait qui n'est pas nécessaire. Et donc mettre le titre de propriété directement sur la blockchain et rendre son accès ouvert à tous permettrait de créer ce type de produit. Aussi les bons du trésor. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du phénomène des RWAs, des Real World Assets, où tout un tas de sociétés vont tokeniser les bons du trésor américains pour ensuite créer avec en sous-jacent ces bons du trésor des stablecoins. Comme par exemple, auquel tu penses? Comme par exemple Circle. Donc Circle, qui est la plus grosse société régulée américaine qui délivre des dollars américains sur blockchain. Ils achètent des bons du trésor, ils les tokenisent et ils en créent un stablecoin. Donc il y a cet intermédiaire en fait qui, même si c'est un très beau business, sur le long terme, ça recrée des intermédiaires. Donc moi je pense qu'à terme, les États vont pouvoir mettre directement sur la blockchain leurs bons du trésor, par exemple, ou les titres du cadastre. Et là, on va arriver sur des use cases qui sont très innovants et on va créer des nouveaux types d'actifs qui vont totalement changer l'avenir de la finance. J'y pense sur du très long terme, sur 500 ans aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que ça nous donne un... C'est long terme, ça. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous... Aujourd'hui, tu vois, on peut pas savoir exactement, il y a 500 ans, les propriétés à Paris, à qui elles appartenaient, quelles parcelles, etc. On a perdu ça. Est-ce que la blockchain, pour toi aussi, elle peut jouer un rôle presque archéologique dans l'histoire, tu vois? Elle permet d'avoir un registre exact qui tient dans le temps. Là, il essaie de te pomper des idées pour son jeu, là, clairement. Ou alors, il a déjà réfléchi, il a déjà sa réponse, mais il veut la valider. Coder le bout. C'est possible. Et moi, j'aimerais trop savoir que mon appartement, il a appartenu à Akhenaton III par le passé. Voilà. Vraiment, ça manque, quoi. Ou je sais pas quoi. Ouais, je pense que oui, mais après aussi le risque de tout mettre en numérique, c'est que je sais pas comment dire, un solar flare, une tempête solaire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ouais. qui vient totalement effacer tous nos disques durs. Alors Microsoft a réglé ça, que tu saches. Ils ont créé un data center où ils arrivent à graver dans du verre, enfin dans une sorte de matériau composite similaire à du verre. Et donc les data centers sont backés dans des sortes de plaques comme ça, qui sont en read-only une fois qu'elles sont écrites. Et elles sont faites pour durer des milliers d'années, peu importe ce qui arrive. Et tout ça, c'est évidemment mis dans l'Antarctique.
Ok. Comme dans le dernier Blade Par Runner. contre, tes là, photos où Instagram, il y elles sont pas. C'est peut-être pas backé au jour le jour, mais en tout cas, Ouais. c'est backé régulièrement. Donc c'est assez intéressant de voir que, ouais, déjà, ça travaille déjà dessus en tout cas. Ok. Et Seb, Mais un pour peu toi, plus ouais, tôt, c'est- du coup. ça reste Ouais. ça reste un peu plus solide que des papyrus ou tu vois des choses comme ça qui. Enfin, peut-être Bien pas, sûr, ouais, je sais ouais. pas, c'est intéressant. Seb, tout à l'heure, tu disais que du coup, il y avait beaucoup d'intermédiaires Enfin, là, à l'heure actuelle, justement, bah, on n'est pas très défi. Donc, il y a beaucoup d'intermédiaires qui se passent sur chaque titre, sur chaque chose. Là, comme pour l'exemple pour les appartements, si tu veux vendre une part de ton appartement, tu peux aujourd'hui, mais il y a quand même des intermédiaires qui se créent et tout. Et tout ça, ça contribue à créer une sorte de forme d'opacité qui est un peu pénible. Et donc, pour revenir à l'exemple dont on parlait plus tôt, c'était la crise des subprimes, du coup. Un des problèmes de ça, c'est qu'il y avait une opacité un peu terrifiante. Personne n'arrivait à comprendre les risques. Tu nous disais tout à l'heure, en fait, ça, les risques liés à chaque placement, à chaque produit. Et ça, la blockchain, du coup, si on avait eu la blockchain à l'époque, si tout avait été dans la blockchain, on aurait peut-être pu éviter la crise des subprimes, ou alors est-ce qu'on pourrait en éviter une future grâce à ça? J'aime beaucoup cet exemple et je vais citer un article de l'Économiste qui était sorti en 2013, article qui était titré Crash Course. Où on faisait le bilan des 5 ans depuis la crise des subprimes. Et donc j'ai traduit le passage parce que je trouve qu'il est génial. Donc on disait avec le recul de 5 ans, il est clair que la crise avait de multiples causes. La plus évidente est celle des financiers eux-mêmes, en particulier ceux de tradition anglo-saxonne irrationnellement euphorique, qui prétendaient avoir trouvé un moyen de bannir le risque, alors qu'en réalité, ils en avaient simplement perdu la trace. Et j'adore cette phrase parce que, si vous regardez le Big Short, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a perdu la trace. Même les mecs qui étaient dans la pièce, quoi, ils avaient perdu la trace du risque, ils avaient perdu la trace de ces emprunts avec un niveau de risque démesuré, avec de la dette pourrie, et c'est ce qui a créé cette crise des subprimes. Alors je ne sais pas si ça permettrait d'éviter une crise, mais au moins les actifs sur une blockchain, tant que les actifs sont on-chain, on a la trace de ces actifs, et donc lorsqu'on crée un produit de dette sur une blockchain, parce que c'est possible, on sait quels sont les actifs sous-jacents. On voit les flux de transactions. On voit lorsque ces positions se liquident. On sait aussi à quel moment, on sait à tout moment quelles sont les positions qui sont à risque d'être liquidées. Donc on a cette visibilité parfaite sur tous les actifs qui existent dans les blockchains, les différentes blockchains. Et je pense que c'est à l'opposé du système financier traditionnel où on a des bruits, des bruits de couloir, des informations qui fuitent, etc. dans les banques d'affaires, où c'est finalement très très opaque. Parce que là en plus c'est public, en plus avec la blockchain c'est public, donc n'importe quel nerd chez lui en fait qui est un peu bon en économie, il peut relancer tous les calculs, vérifier tout ça et se dire attends mais il y a un gros problème et lancer une alerte peut-être. Encore mieux, il y a des plateformes qui analysent les données en permanence, et donc en fait ces données elles sont accessibles, elles sont visibles. Bien sûr il y a des produits et des services qui vendent leurs services d'analyse, mais n'importe qui peut effectivement, si vous voulez télécharger la blockchain et faire cette analyse vous-même, c'est possible. Et en fait ce qui est super intéressant aussi, c'est l'arrivée de l'IA, et qu'est-ce que l'IA va pouvoir aussi nous dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent on a dû développer des systèmes d'analyse qui vont analyser les données directement, faire des calculs et tout ça, mais il y a de plus en plus de services et de produits qui se développent aujourd'hui, qui analysent la blockchain et qui vont appliquer des raisonnements IA sur la blockchain. Donc vous pouvez aller poser une question à une IA, et cette IA elle va aller analyser la blockchain et vous donner une réponse. Aujourd'hui vous ouvrez un block explorer type Etherscan qui vous donne tout l'historique de la blockchain et les transactions, etc. C'est illisible même pour moi. On a du mal à lire en fait ce que veulent vraiment dire ces transactions parce que c'est du code, parce que c'est des bouts de hash. C'est de la cryptographie. C'est de la cryptographie, voilà, et c'est très compliqué à lire. Pour un humain, donc on a développé des outils pour ça, mais l'IA en fait peut lire tout ça et peut vous dire parfaitement, voilà, cette transaction, ça sert à ça, elle a envoyé de l'argent ici, elle a créé un produit de dette, ensuite cette dette a été utilisée pour recollatéraliser autre chose, et je pense que elle l'IA peut te détricoter tout le produit dérivé. Voilà.
Ouais, exactement. Et après, si je me fais l'avocat du grand public, tu vois, le grand public, il voit souvent des histoires de scams qui arrivent ou des rug pulls, ce qu'on appelle quand le tapis se fait retirer sous les pieds des investisseurs qui achètent de la crypto. Donc, si on avait une visibilité parfaite, comment ça se fait qu'il y a des scams qui arrivent régulièrement comme ça ? Parce qu'apparemment, si on regardait vraiment, comme tu le dis, la crypto, les choses devraient être assez évidentes. Je pense en ce moment, il y a ce réseau qui s'appelle Pi. Tu as dû entendre parler, il y a des gens qui... vaguement, ouais. C'est une app mobile où en gros les gens mettaient une pub par jour et en échange ça minait automatiquement. Et puis il y a une sorte d'obscurité, d'opacité en ce moment autour de ce réseau. Et pour moi ça montre que la crypto en soi ne garantit pas nécessairement la transparence ou la visibilité. Il faut qu'elle soit conçue et designée pour ça aussi, non ? Évidemment, il faut se rendre compte que c'est aussi une question de confiance. Mais je distingue ce qui est sur la blockchain et ce que font les gens. Donc en fait, je peux avoir un produit qui est totalement transparent, où toutes mes transactions sont transparentes, mais après je peux avoir sur ce même produit créer de fausses promesses et mentir aux gens et leur dire que finalement ce truc là c'est l'avenir de la finance, j'en sais rien, alors que derrière il y a absolument rien. Et je connais pas exactement l'exemple de Pi, mais je serais prêt à parier que c'est pas totalement transparent. Il y a pas mal d'exemples aussi. OneCoin qui a été un énorme scam en 2016-2017, où les gens ont été simplement amadoués par des gens, par des escrocs ultra charismatiques qui leur ont vendu du rêve alors qu'il n'y avait aucune transparence. Et des escrocs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et je pense que là, c'est plutôt le rôle des gens de s'éduquer, mais surtout, je pense aux États de réguler et de sanctionner ce type d'acteurs. Et ils proposaient quoi comme service, OneCoin par exemple ? J'ai plus le détail exact, mais il y a une super série de podcasts qui a été faite par un journaliste du BBC là-dessus. Mais en gros, on essayait de faire croire aux gens que c'était l'avenir de la finance, qu'ils avaient acheté un actif qui avait fait x1000, mais en fait, il n'y avait pas de blockchain. En fait, tout était faux. Et les gens ont perdu de l'argent en investissant sur le coin. Il y avait quoi Les gens ont perdu de l'argent en envoyant de l'argent sur des comptes bancaires où en fait derrière il n'y avait rien du tout. Donc en fait c'était surtout de la fraude, quoi. C'était de la fraude et en fait il y a eu pas mal d'exemples comme ça. Il y a eu avant ça BitConnect, il y a Hex. BitConnect, tout le monde se rappelle BitConnect. Beaucoup de lol sur taper BitConnect Music dans YouTube. Il y a des trucs très très drôles. Parce qu'il y a une conférence mythique où il y a, comment il s'appelle, la Matt Mataz, qui est une sorte de speaker et qui crie « BitConnect !» Et c'est à mourir de rire, de cringe. Et bref, pardon pour la parenthèse, mais allez voir sur Internet. Ça sentait le scam. Hein. Ça sentait quand même beaucoup le scam. Je pense que quand ça sent le scam, c'est souvent que c'est un scam. Mais pour la petite anecdote, moi en 2016, je crois. C'est marrant parce que souvent, en fait, les gens de la crypto sont un peu isolés des scams. C'est-à-dire que moi, les scams, j'en entends parler après, parce que là, on est un peu dans notre petite bulle et on n'est pas trop, on n'est pas trop affecté par ces trucs-là. En tout cas, moi, je les vois pas souvent passer. Et je me souviens en 2016, j'étais dans une soirée chez des gens et il y avait un mec qui était là, je pense qu'il était plombier ou quelque chose du genre. Il me dit ouais, tu travailles dans la crypto? Je dis ouais. Il me dit ouais, moi j'ai acheté de la crypto, j'ai acheté du OneCoin. J'en avais vaguement entendu parler. Je me dis je pense que c'est un scam ce truc-là. Et là il me sort son téléphone et il me dit oui, tu vois, en fait je suis en haut de la pyramide. Et sur son téléphone il y avait littéralement une photo d'une pyramide avec les mecs étaient en dessous et lui. Et j'espère qu'il se porte bien. Dédicace, big up. Sébastien, moi j'ai une question. Hier je parlais avec un abonné du podcast ici en Corée et on parlait des Français qui paient des impôts et qui se plaignent de pas savoir où va l'argent des impôts, où est-ce que cet argent part, comment il est dépensé, est-ce qu'il est dépensé à bon escient ou pas, etc. Et il me disait, parce que lui c'est un accro à la crypto, c'est un accro à la blockchain, il me disait un truc qui pourrait solutionner ça serait effectivement que l'argent des impôts et la manière dont on le dépense soit inscrit dans la blockchain. Alors ça, tu as peut-être une opinion là-dessus, d'une part, et moi j'ai deux questions là-dessus. Est-ce que oui, ça réglerait éventuellement ce problème, ça permettrait effectivement de traquer les choses, mais aussi, comment techniquement ça pourrait mettre en place? Ça voudrait dire que nous, il faudrait qu'on paie nos impôts avec une crypto-monnaie?
Donc il faudrait qu'il y ait un euro crypto, et il faudrait qu'après... Enfin, je suis complètement perdu sur comment ça pourrait s'implémenter une telle chose, en fait. Je pense que ce serait une très bonne idée, parce que ça permettrait effectivement d'avoir une traçabilité de l'argent public, comment est dépensé l'argent public, et je pense que beaucoup de gens réclament de savoir exactement comment est dépensé l'argent public. Ça risque peut-être d'être une usine à gaz par contre, parce que le nombre de transactions serait énorme. Imaginez voilà, toutes les transactions par toutes les administrations, où va, vers quel prestataire. Après, je pense que il y a un problème aussi, on n'a pas parlé de la vie privée, et en fait le fait que les blockchains, voilà, comme tout est transparent, il y a un vrai enjeu de vie privée. Donc ça voudrait dire que finalement on aurait le détail potentiellement de qui a reçu quel paiement, quelle allocation, etc. Donc ça, il y a des solutions techniques pour ça, en fait, pour finalement créer une obscurité entre le receveur final et celui qui paye. Mais je pense que, en fait, souvent j'essaie de me poser des questions, enfin, quel serait l'intérêt pour celui qui le met en place. Et je pense que ça revient sur ce que je disais avant, c'est que l'État, en fait, a le monopole de la force et de la violence, et tant qu'il n'y a pas une pression révolutionnaire, pour revenir un peu sur l'histoire de la France, tant qu'il n'y a pas cette pression de mettre en place ce type d'outil de transparence, quel est l'intérêt? Enfin, l'État n'a pas du tout l'intérêt de faire ça. L'État a surtout l'intérêt à rester dans l'obscurité jusqu'au moment, enfin jusqu'à un certain point effectivement, mais de ne pas dévoiler à tous les citoyens exactement comment est dépensé l'argent, parce que ça voudrait dire vouloir rendre des comptes, etc. Et je pense que la plupart des politiques et les administrations n'ont pas envie de ça. Mais ça nécessiterait effectivement de mettre en place une blockchain, ou en tout cas d'avoir un euro sur blockchain. Voilà. Il faudrait qu'on ait une crypto-monnaie dans le pays qui nous permette de payer nos impôts avec, et puis après de suivre tout cet argent-là, voir comment il part à droite à gauche. Comme tu dis, ça pose des problèmes techniques parce que ça serait énormément de transactions, et en plus c'est plus très opaque. Et effectivement, même je pense que de l'ordre de la sécurité du pays, on n'a peut-être pas envie de savoir dans le reste du monde comment tel et tel argent a été dépensé. Tu vois, si on a mis plein de thunes dans l'armée ou des trucs comme ça, peut-être que c'est des choses qui doivent rester secrets, je sais pas. Je reviens sur la vie privée et le fait que tout soit totalement transparent et opaque. Il faut savoir que le capitalisme, un des principes du capitalisme, et ce qui fait en sorte que ça marche, et qu'on est capable d'avoir des business qui gagnent de l'argent, c'est cette opacité de l'information, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que si on avait une transparence totale sur toutes les transactions des particuliers et des sociétés dans un pays, ce serait une information qui... C'est-à-dire qu'il serait exploitable à des fins... Ce serait exploitable par des tiers, et on saurait par exemple que toi, Martin, tu as conclu un contrat avec telle ou telle boîte qui t'a payé tant. Donc en fait, c'est une information qui a beaucoup de valeur pour les tiers, et je pense que c'est important pour les sociétés et puis pour les individus de pouvoir avoir conserver leur vie privée par rapport à leur échange économique. Ouais, ne serait-ce que pour le secret industriel, quoi. Par exemple, tu veux pas dire que t'as travaillé avec une telle entreprise, ça peut donner des indications sur les patents que tu veux créer et tout. Ouais. Et t'as pas envie non plus que l'État ou que n'importe qui sache que t'as acheté un tel produit, tel service. Je pense donc que tout n'est pas nécessairement bon à foutre dans la blockchain en fait. C'est pas nécessairement la solution. Enfin, c'est pas obligé que ça remplace tout, quoi. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'en a pas parlé, mais il y a des technologies, ce qu'on appelle les technologies zero knowledge, qui permettent d'assurer la traçabilité, mais tout en restant opaque sur les montants de transactions, et c'est aussi sur les contreparties d'une transaction. Donc ce sont des technologies qui commencent à arriver on-chain, c'est-à-dire sur des blockchains, et qui permettent notamment d'avoir une plateforme d'échange où on a la certitude que les transactions sont valables, qu'il n'y a pas de création d'argent ou de création d'actifs, que rien ne se perd, rien ne se crée, que les acteurs, par exemple, sont des acteurs régulés. On pourrait avoir des vérifications sur
les identités des acteurs qui interagissent dans cette plateforme sans pour autant savoir l'identité exacte, mais juste savoir que l'État a vérifié et c'est un acteur régulé. Et ça s'appelle le Zero Knowledge. Et ça commence à prendre de l'ampleur. En fait, si on crée un système avec des permissions, par exemple, où par exemple, effectivement, les dépenses de l'État sont cachées par défaut, mais l'État pourrait donner, je sais pas, les permissions à la Cour des comptes, ou je sais pas quoi, pour faire des audits, par exemple, et vérifier qu'effectivement, tel budget a bien été alloué correctement à l'armée ou à tel programme militaire ou d'éducation. Tout à fait. Ça pourrait fonctionner, ouais. Ça pourrait par exemple être de savoir que j'avais un exemple en tête mais je l'ai perdu. Oui, par exemple la crise des subprimes. On pourrait acheter un actif, par exemple acheter un prêt. Là, on est une banque, on veut acheter tout un tas de prêts. Dans le cas de la crise des subprimes, on achète des prêts immobiliers. Sans savoir exactement à qui ont été livrés les prêts, etc. Mais de savoir que en fait tous les prêts dans cet actif sont gradés niveau A, niveau B et pas du niveau B- ou C+ ou whatever. Donc ça c'est possible avec du Zero Knowledge et c'est possible aussi de savoir que un acteur, un particulier qui interagit avec une blockchain a fait un KYC, c'est-à-dire a fait une vérification d'identité avant d'opérer sur une plateforme sans savoir son identité. Mais juste de savoir qu'il a fait sa vérification d'identité. Par exemple, il a signé une transaction. Voilà, moi j'ai une pièce d'identité de nouvelle génération là. Je vais pas montrer ce qu'il y a dessus, mais voilà, les nouvelles pièces. Il y a un chip à l'intérieur. Ça me permettrait, par exemple, de signer une transaction qui vérifie que j'ai bien une identité française, que j'ai bien plus de 18 ans, et donc interagir avec une plateforme d'échange. Et cette plateforme d'échange, elle sait que je suis une vraie personne, mais elle n'a pas à savoir comment je m'appelle, où est-ce que je vis, c'est quoi ma date de naissance. Et, voilà. Donc c'est intéressant, on peut à la fois avoir de la transparence, à la fois de l'anonymité. Et à la fois avoir de la sécurité, quoi. Donc, idéalement, c'est à la carte en fait. On design les blockchains comme on veut finalement. Et pour faire un parallèle avec un des derniers podcasts qu'on a enregistré, avec la fondatrice d'Initiative que tu connais, Sébastien, oui, qui s'appelle Isor. Elle fait donc une trading platform pour le carbone. De base, ils vont utiliser la blockchain. Sur les nouvelles économies, elle, by design ou par défaut, on va voir de plus en plus d'infrastructures directement blockchain. C'est ce que tu observes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un bon move de leur part? Voilà un peu ton point de vue sur l'utilisation qui est complètement infrastructure, quoi, où il y a pas, eux ils vont pas émettre de coin, donc c'est vraiment utiliser la techno pure. Et ça je pense c'est un truc que les gens ont du mal à décorréler, la partie infrastructure de la partie actif. Et je sais que tu voulais parler de ça, alors je sais pas si j'apporte un bon exemple de ça, et si c'est pas un bon exemple. C'est un très bon exemple et c'est un exemple que je prône depuis plusieurs années et d'ailleurs je trouve que le fait d'utiliser la stack technique qu'ils utilisent, qui est à savoir Cosmos, qui est comment expliquer ça, dans les applications web, on a différentes façons de développer des applications. On peut développer ces applications par exemple en PHP MySQL, on peut développer ces applications en Node.js avec des bases de données Mongo. Et donc il y a des différents frameworks de développement applicatif qui existent, qui ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Et dans la blockchain c'est pareil, donc il y a différents frameworks de développement de blockchain. Donc il y a celui par exemple qui a été utilisé pour développer Ethereum, et après il y en a d'autres. Il y a celui qui a été utilisé pour développer Solana, Cosmos, Polkadot. Et donc Cosmos en est un particulier qui a été utilisé par ce projet dont tu parles, Martin, qui est assez intéressant parce qu'il permet de développer sa blockchain, on va dire, souveraine. Donc c'est une blockchain où je sélectionne les acteurs de ma blockchain et je décide finalement de quel est mon modèle de sécurité. Est-ce que j'ai envie que ce soit juste moi qui sécurise ces transactions ou tout un tas d'acteurs qui viennent sécuriser les transactions pour apporter plus de confiance aux tiers qui interagiraient avec ma blockchain éventuellement. Et je pense que pour quelques institutionnels ou même des startups qui créent de nouveaux produits financiers aujourd'hui, c'est le cas de cette plateforme, utiliser une infrastructure blockchain, même si elle est mise en place et orchestrée d'une manière assez centralisée, c'est intéressant parce que ça permet de se protéger, on va dire, sur l'avenir. C'est-à-dire que
utiliser ce framework de développement qui a été conçu précisément pour gérer des flux de transactions, permet de dire, OK, je crée ma blockchain aujourd'hui, peut-être que je suis le seul à sécuriser cette blockchain, comme si j'étais une boîte traditionnelle, voilà, du Web 2, une SaaS. Mais demain, je peux inviter des tiers aussi, des contreparties, des partenaires, même éventuellement des acteurs étatiques à venir assurer que ma blockchain, elle est sécurisée, elle est régulée, elle reste transparente. Et ça permettra aussi de se plugger, de se connecter avec d'autres blockchains qui vont exister. Donc en fait, des autres types de sociétés qui font la même chose que ça. Et d'avoir accès au marché et à la liquidité qui existe sur les blockchains. Donc je trouve que c'est une approche assez intéressante de dire, OK, on va utiliser une stack blockchain pour développer un produit fintech assez traditionnel, mais c'est juste une couche technologique en dessous. Et après, mais ça permet quand même d'être future-proof finalement. Et est-ce que c'est économique de faire ça, ou est-ce que c'est plus ou moins complexe, ou selon toi? Je pense que sur le long terme, ça n'a pas trop d'incidence. Tant qu'il n'y a pas de token, ça reste voilà, c'est comme si on développait avec une database. Peut-être que les développeurs coûtent un peu plus cher, mais ça ne change pas grand-chose dans l'immédiat. Sur le long terme, je pense qu'il va falloir se poser la question vraiment dans le cas de ce projet, et puis pour tous les projets qui hésitent à utiliser une stack blockchain pour développer des projets fintech. Quel est mon modèle économique, quel est mon modèle de sécurité, comment j'attire de la liquidité, qui sont finalement des questions qu'on peut se poser dans le monde tradi aussi. Est-ce que, selon toi, dans le futur, est-ce que... toujours, ouais, j'y retourne, mais parce que j'essaie d'imaginer... 500 ans, 1000 ans, c'est quel futur? Non, mais c'est toujours la trajectoire qui m'intéresse de tout ça. Le grand public, globalement, ce qu'ils veulent, enfin j'ai l'impression, c'est ils ont des euros, ils peuvent les claquer, c'est safe à la banque, ils veulent pas trop y réfléchir. Est-ce qu'on s'en va vers un futur où on est de plus en plus d'éducation financière finalement? Est-ce que nous tous et nos enfants, on va devoir beaucoup mieux comprendre l'argent parce que ça va devenir beaucoup plus riche comme technologie que nos parents qui avaient quelque chose finalement de très primitif? Ou est-ce que tu penses que la plupart de la population restera sur quelque chose de très simple et les usages avancés, ce sera toujours pour quelques utilisateurs, quelques aficionados? J'espère que les gens deviennent plus éduqués financièrement. Je pense que le fait de s'éduquer sur ces sujets-là, ça permet de prendre des meilleures décisions, d'avoir un meilleur contrôle de son avenir. Moi, je suis très partisan de l'idée que, en fait, on est maître de soi-même et on est maître de ses propres décisions, et il vaut mieux prendre des décisions, le plus d'informations possible, et d'avoir le maximum d'informations sur ce qu'on fait et surtout avec son argent. Je sais que souvent, voilà, en France, on aimerait plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de son argent, de sa sécurité. Je pense qu'il y a une culture en France qui voudrait qu'on délègue tout un tas de choses à des tiers, qui sont parfois pas très légitimes pour nous. Mais ouais, moi je pense que la crypto, elle permet à toute une génération d'être beaucoup plus éduquée sur la finance, sur les mécanismes financiers, sur la macroéconomie. En tout cas, elle responsabilise en somme. Exactement, voilà, ça responsabilise. Lorsqu'on détient ses propres actifs et qu'il faut qu'on les sécurise, ça responsabilise. Donc en fait, moi je dirais aux gens qui n'ont pas de crypto, c'est ce que je dis toujours, c'est pas du financial advice, disclaimer, c'est du life advice. Souvent les gens se posent la question, qu'est-ce que je devrais acheter, comment je devrais faire? Faites le plus simple, acheter je sais pas, 50 euros de Bitcoin, commencez par ça. Et puis après, vous allez voir que petit à petit, vous allez apprendre des choses, vous allez vous éduquer, vous allez vous renseigner. Et voilà, allez pas mettre toutes vos économies dans la crypto, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Moi, ce que je conseille aux gens de faire, et c'est ce que j'ai fait pendant un moment, et c'est ce que beaucoup de gens autour de moi font, c'est d'employer la méthode du DCA, du Dollar Cost Average. En fait, c'est tout simple, ça veut dire, voilà, j'ai un montant, c'est comme si j'épargnais, je mettais de l'argent à l'épargne, je sais pas, ça peut être 50 euros par mois, 100 euros par mois, le montant qu'on est capable d'assumer avec son budget, et tous les mois, j'achète du Bitcoin, par exemple, avec ce montant. Peu importe que le Bitcoin soit à 200 000 ou à 50 000 ou à 80 000,
j'achète le même montant tous les mois, et comme ça permet de lisser la volatilité. C'est démontré que ça lisse la volatilité sur la durée. Et voilà, je ne vais pas conseiller aux gens d'acheter d'autres cryptos. Voilà, les gens voilà, peuvent se renseigner et s'éduquer eux-mêmes sur les cryptos qu'ils souhaiteraient acheter. Mais je pense que le Bitcoin, aujourd'hui, c'est assez consensuel. On peut acheter du Bitcoin en toute sécurité et avec toute sérénité, que sur le long terme, ça va continuer à prendre de la valeur, parce qu'aujourd'hui, les institutions achètent du Bitcoin, les États achètent du Bitcoin. Donc voilà, moi, je suis très content d'acheter du Bitcoin à 74 000 pour aller le vendre aux États à 500 000. Il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. On a invité Amaury Séchet à un épisode précédent, qui est le créateur du Bitcoin Cash. Et lui, forcément, il a une opinion sur le Bitcoin assez intéressante, puisque lui, il y voit des défauts, forcément. Il voit le problème de haute fréquence et tout, que le Bitcoin n'a pas. Et il a essayé de développer une solution. Et ce serait très intéressant de confronter vos deux opinions là-dessus. En tout cas, il avait le même conseil que toi, par contre, de faire du average mois par mois, histoire de lisser la volatilité, effectivement, et de profiter tout simplement du fait que ça gonfle au fur et à mesure et que le monde transitionne vers la crypto. Et donc, tout simplement de prendre la vague, même si, voilà, et de lisser les petites perturbations en chemin. Il y avait un conseil similaire au tien là-dessus. Ouais, je pense que c'est la bonne chose. En fait, pour les gens qui ont pas le temps ni forcément l'intérêt d'aller passer plein de temps à se renseigner sur les différentes cryptos, à observer les marchés de manière assez précise, et de savoir c'est quand le bon moment d'acheter, etc. Le DCA, c'est finalement, regardez, vous avez un PEA, on vous invite à faire quoi? On vous invite à faire un virement tous les mois du même montant, peu importe l'état des marchés, et c'est sur le long terme que vous allez faire fructuer votre épargne, fructuer vos intérêts, et voilà, moi, c'est ce que je conseille aux gens. C'est un peu, voilà, c'est un no-brainer, quoi. On n'a pas à y réfléchir. Je mets 50 € tous les mois, je mets voilà, le montant X qui me convient, et puis j'y pense pas. Et puis dans 10 ans, je verrai dans 10 ans voilà, combien ça donne. Mais on pourrait faire aussi la même chose avec le S&P 500, avec le CAC 40. Je pense que de manière générale, il faut que les gens soient diversifiés. Il ne faut pas mettre tout son argent dans la crypto, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on est dans un monde qui est assez perturbé, où on est potentiellement en train de aller vers une récession, et il vaut mieux être diversifié que d'avoir tous ses actifs dans un seul. Alors je rappelle que le podcast s'appelle Charge Positive, Seb. Que là, tout va bien. Tu parles de manière décomplexée de récession. Voilà, je regarde la courbe des marchés là. On a pris 4% sur les dernières 24 heures, donc ça va, ça remonte un petit peu, mais c'est les soldes, c'est tout. Il faut voir ça comme une période de soldes. Exactement, je pense qu'il faut voir ça comme buy the dip. Buy the dip. Ok, est-ce qu'on a un dernier truc philosophique à aborder sur le sujet de la blockchain crypto, ou alors est-ce qu'on a vu un petit peu les trucs on a donné assez d'images aux gens pour comprendre un petit peu ce qu'on pouvait faire avec tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous traînerait à cœur ou pas? Parce que sinon on a eu 1h03 de podcast, qui me semble être une durée sympathique, surtout sur des sujets comme ça un peu complexes à assimiler. Donc si quelqu'un a un dernier sujet... On pourra faire 3 minutes à taper un peu sur l'État. Ce que je veux dire par là. toujours. Il faut toujours se régaler un petit peu. Non mais... Non, mais j'aurais une question là-dessus assez intéressante pour toi, Sébastien, encore une fois. Est-ce que, tu vois, les États, finalement, aujourd'hui, ce serait bien, effectivement, qu'ils évoluent vers de la crypto au fur et à mesure, mais comme tu dis, c'est pas dans leur intérêt. Je pense au fait que l'imposition, par exemple, le taux d'imposition total sur un citoyen français, il est assez énorme, et il est masqué par le fait que c'est ton employeur qui paye une énorme partie de tes propres charges. La TVA. En tant qu'employé, la TVA, etc., etc. Donc finalement, sur 100 €, on ne perçoit pas tellement la quantité qui part à l'État, parce que tout ça, c'est dilué à différentes étapes. D'ailleurs, à ce propos, chaque fois que je parle à des gens, je leur donne mon taux complet, parce que moi je le connais puisque je suis entrepreneur. Ils me disent « Oh là là, mais entrepreneur, c'est horrible, tu te fais taxer à mort. Moi, je paye que 28 ou 30% ou 32%. Ils me sortent à chaque fois ce chiffre, et je leur dis oui, mais ton employeur, il a aussi payé tout ça, et ça, t'en tiens pas compte. Et ce qu'ils comprennent pas aussi, c'est que si l'employeur ne payait pas ça, qui ferait l'employeur, c'est pas il le prendrait, il le mettrait dans sa poche, il le redonnerait aux salariés. Et donc c'est une des notions qu'ils n'ont pas. Et donc les gens pensent qu'ils payent 30% d'impôts. Oui. Dans de la création, dans de la croissance, quoi. Du coup, ou dans des emplois. C'est ça que je me demande, est-ce que tu as, à mon avis, moi ce que je me demande, c'est est-ce que des pays, tu vois, qui sont
qui ne comptent pas tellement sur des mécaniques d'opacité comme ça. Des pays aussi qui ne comptent pas tellement sur l'émission d'argent, tu vois, pour se financer. Est-ce que ce sont pas... Je sais pas, mais je pense... Enfin, la France, par exemple, c'est un des pays avec les plus gros taux d'imposition au monde, et je pense que si la transparence arrivait, ça les challengerait énormément, le peuple demanderait probablement de meilleurs services pour le prix qu'il paye, ou en tout cas des taux beaucoup plus bas. Enfin, il y aurait un problème en fait, à mon avis. Et je me demande du coup, est-ce que des pays peut-être plus efficaces comme Singapour et tout seraient pas peut-être les premiers à adopter ce genre de choses. Je sais pas, est-ce que pour toi, quels sont les pays dans le monde qui vont avancer en premier vers ça? Est-ce que tu as des opinions là-dessus? Je pense que ce sont des pays peut-être avec des populations, des plus petites populations, parce que c'est plus facile à mettre en place, avec des populations aussi qui sont très avancées d'un point de vue numérique. Tu as parlé de Singapour. En Asie, les personnes âgées, ils ont tous un téléphone portable, les services de l'État sont déjà en ligne. Donc je pense qu'il y a des pays qui ont déjà de l'avance sur l'adoption numérique. Voilà, en Estonie, par exemple, ça fait 15 ans, même plus, qu'ils ont une carte d'identité numérique. Tous les services se font en ligne. Tu vas chez le médecin, tes ordonnances, elles sont transmises automatiquement à la pharmacie, etc. Donc, ils ont pris de l'avance là-dessus, mais ce sont des pays qui ont des petites populations et qui ont été capables de mettre en place ce genre de système avec de l'investissement, mais où la courbe d'adoption a pris longtemps à mettre en place. Je pense qu'en France, on a peut-être un peu de retard là-dessus, parce qu'on a des services qui ne sont pas forcément numériques ou alors qui sont vraiment à la traîne. Donc déjà, il y a ça. Et après aussi des pays qui ont peut-être, pour revenir sur l'exemple de Singapour, qui sont peut-être un peu moins démocratiques, qui ont plus le contrôle sur les politiques de l'État, sur les politiques d'investissement dans ce type d'infrastructure. Par exemple, des pays comme les Émirats, où d'un claquement de doigts, on décide de mettre en place un nouveau programme, un nouveau projet. Il n'y a pas besoin de tout un débat démocratique voilà, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on aille vers le totalitarisme, mais en France, en fait... Voilà, enfin, le débat politique en France, il est devenu. Oui, il est assez stérile. Enfin, il est assez stérile. En fait, tout est ralenti. Finalement, pour des débats politiques qui servent à rien et qui avancent pas. Enfin, je veux dire, ça fait 2 semaines qu'on nous parle de Marine Le Pen, une semaine qu'on nous parle de Marine Le Pen. Ok, fine, elle a détourné des fonds. Enfin, passons aux choses. Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on construit? Et je pense que en France, on passe beaucoup de temps, et dans les pays occidentaux en général, à débattre sur des polémiques et rien construire. Et c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis en ce moment. On construit rien, on fait que débattre sur des politiques. Quand je vois, j'ai vu que l'Europe, là, suite à ce qui se passe avec les tarifs, avec tout ça, clairement, il y a un désir en Europe d'indépendance aujourd'hui vis-à-vis du système américain. Et j'ai vu notamment, je crois, notre chère Ursula, en Europe, qui parlait de se décorréler, en tout cas de se découpler du système Visa, Mastercard et tout, de développer peut-être un équivalent européen. Ça te paraît possible, réaliste? Où est-ce qu'on va là-dessus? Est-ce qu'on développe un système européen compétitif là-dessus? Est-ce qu'on se base sur la blockchain? Pour toi, qu'est-ce que tu as une vision de ça? Ou est-ce que c'est la vision Lagarde Van der Leyen, pour moi, c'est une vision qui va plutôt vers j'ai pas le terme exact français, mais le terme en anglais c'est granny state. C'est un état mamie. D'ailleurs, c'est pas c'est un peu ironique que ce sont 2 grands-mères, mais où par exemple on parle de stablecoin de banque centrale. Une stablecoin de banque centrale, c'est un coin, c'est une monnaie finalement où on a le contrôle et la visibilité sur les transactions. Enfin, ça va à l'encontre de tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à la vie privée. Ça change rien finalement. Ça change rien, ça rend les choses même pires. On va pouvoir ficher les gens, toutes les transactions, savoir exactement où est-ce qu'ils dépensent leur argent, les pénaliser parce qu'ils ont acheté un paquet de chips ou parce qu'ils ont acheté un tel produit ou parce qu'ils ont acheté du porno, j'en sais rien. Et enfin, après, pour revenir sur l'histoire de Visa et Mastercard, quelle est l'alternative aujourd'hui?
on va développer demain un nouveau système de paiement qui est accepté en Europe. Déjà, il n'y a qu'à aller en Allemagne. La plupart des gens, ils n'ont pas des Visa, des Mastercard. Ils ont encore leur e-cash, l'espèce d'équivalent de ce qu'on avait en France avant la carte bleue, qui n'est pas du tout interopérable avec les autres systèmes dans d'autres pays. Et c'est le cas dans pas mal de pays européens. Donc déjà, il n'y a pas déjà une adoption d'un système global chez une certaine partie de la population. On prétend demain vouloir créer un nouveau système, le mettre en place. Et by the way, quand on va aller à l'étranger, quand on va aller aux États-Unis, en Asie, ça va aussi fonctionner. Est-ce que l'État est capable aussi de développer des choses, des projets de cette ampleur-là, avec ce niveau technique aujourd'hui? C'est pas l'État qui développe c'est pas l'État qui a développé Visa, Mastercard. Bah voilà, exactement. Mais en Europe, j'ai l'impression qu'il y a... En Europe, il y a cette tentation toujours de tout faire passer par l'État qui passerait commande. C'est le communisme. C'est la volonté de centraliser toute l'innovation et de centraliser la création de valeur et la création de richesse. Mais on voit très bien où ça nous a mené. On a aujourd'hui une Europe qui innove assez peu, qui a perdu une bonne partie de sa valeur industrielle, qui continue à la perdre à vive allure, parce qu'on a voulu centraliser tout un tas de décisions, où on a des systèmes qui sont moins efficaces. Enfin, c'est le privé qui est le plus efficace dans sa capacité à innover de manière rapide. Je pense que l'État doit injecter du capital dans des acteurs privés qui seront capables de développer des solutions qui permettront à l'Europe d'avoir une certaine autonomie et de regagner de la souveraineté. Je veux dire, ce sont pas. Je suis désolé, pour tout le respect des fonctionnaires que je peux avoir, ce ne sont pas des fonctionnaires qui vont innover. Ce sont des gens bien sûr. qui sont incensivés et qui sont ambitieux. Voilà, des gens comme toi, Martin, des gens comme vous, qui vont pouvoir apporter à l'Europe cette souveraineté. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, sauf sur un petit détail, quand tu dis que l'État doit injecter des fonds, je trouve que justement l'investissement est trop centralisé par les États en Europe. En partie, je veux dire, c'est pas que l'État qui doit... Bien sûr. Non, mais c'était en général pour le grand public, et je trouve que justement ça nous prive d'alternatives. C'est-à-dire que si l'État nous dit non à notre projet, c'est plus difficile de lever des fonds en France si la BPI t'a dit non avant. J'attendais que tu clashes la BPI. Non, mais je dis ça parce que la BPI, sur le papier, c'est très bien. On se dit, ils financent des initiatives, très bien. Mais le problème, c'est que ça centralise tout à nouveau. Puisque, je sais plus, c'est 70% de l'investissement en France, c'est la BPI. C'est assez délirant le niveau de centralisation. Des fonds, tu as souvent du non dilutif qui vient de la BPI. Alors avant, c'était quasiment 100%, c'est-à-dire 1 pour 1. Donc une start-up levait 1 euro et elle avait 1 euro. Alors généralement, c'était pas que la BPI, tu avais la BPI et une banque privée qui venait. Donc tu avais peut-être 50%, donc un quart qui venait de la BPI par exemple. Et maintenant, ça a quand même drastiquement baissé et la part de risque est beaucoup plus portée sur les VC. Et les banques et la BPI va venir plutôt abonder à 2/3 ou la moitié, tu vois. Donc ça tend à ce que tu veux, Tim, c'est-à-dire à plus de risques côté privé. Mais par contre, juste un truc. Je suis pas du genre, en plus tu me connais, à défendre l'État et tout, mais la BPI, quand même, elle fait un truc, c'est que elle considère que la voix du VC, son analyse, sa due diligence prévaut sur la sienne puisqu'elle est follower du privé. Donc si tu veux, en soi, moi je trouve que c'est pour ça que je défends un peu la BPI, parce que je trouve qu'ils font pas un trop mauvais taf, tu vois, globalement. Il y a by design, il y a ce côté forcément free money, etc. Mais c'est pas la BPI que j'attaque en soi, c'est la logique de faire tout centraliser par l'État. Et pour moi, du coup, au lieu de créer un écosystème de VC sains qui eux-mêmes prennent des risques et se crachent ou survivent ou explosent selon leur succès, je trouve que ça réduit justement la diversité, si tu veux, du capital qui est dispo pour nous. Par exemple, quand je vais aux États-Unis, pour lever des fonds, je vois bien que je peux parler à 100 fonds différents et qu'ils ont chacun un thème, une prémisse différente. Il y en a qui veulent investir plutôt dans l'IA, il y en a qui veulent faire du contenu, il y en a qui veulent faire ci. Et j'ai du choix en fait. Si quelqu'un me dit non, j'en ai 50 autres à aller voir. Ça me paraît un peu plus dur quand l'État centralise ça parce qu'on a un interlocuteur unique. Moi je sais que c'est en train d'être défait, on est en train de décentraliser, j'ai l'impression en tout cas en France. Mais c'est quelque chose que je pense que le capital de l'État doit faire partie d'un panier de capital. Enfin,
l'État, via la BPI ou via peu importe l'institution, doit investir dans des fonds fichiers au même titre que les LP. Et en fait, elle n'a pas de priorité, elle n'a pas non plus la capacité à pouvoir à influencer les décisions des VC. Et je pense que ça reste comme ça reste un environnement sain où l'État apporte du capital au même titre qu'un LP, quoi, un LP normal. C'est ce que je me dis. Ouais, et je pense aussi que l'État doit financer la recherche fondamentale, financer le fait qu'on ait des ingénieurs. Aujourd'hui, je pense que les indicateurs montrent qu'on est en train de perdre nos ingénieurs en France. Ça ne se renouvelle pas à la même vitesse que ça se renouvelait avant. Donc, par exemple, dans le nucléaire, dans les sciences, et de rendre ce type de métier attractif, parce que demain, si on n'a pas d'ingénieur, si on n'a pas de médecin, si on n'a pas tout ce type de métiers qui sont hyper importants, où est-ce qu'on va, quoi. Après, je pense qu'on pourrait en reparler pendant encore une heure, mais le renouvellement de la population. Idéalement, tout ça, pour toi, ça débouche sur quoi dans 50 ans? C'est quoi la civilisation idéale? Qu'est-ce que la défi aurait débloqué pour l'humanité? Est-ce que tu as une vision de ça? On n'a pas parlé d'IA, mais je pense que l'IA joue un rôle hyper important dans tout ça aussi. Parce que voilà, j'ai peur d'ouvrir un autre can of worms en ouvrant le sujet sur l'IA, mais l'IA doit pouvoir aussi garantir la provenance des données, et je pense qu'en tant qu'utilisateur d'IA, on a aussi intérêt à ce que les IA ne soient pas totalement contrôlées par une poignée d'acteurs, une oligarchie qui contrôlerait toutes les IA et toute la donnée qui transite via les IA. En fait, Internet a rendu le monde beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler à n'importe qui, on peut communiquer avec n'importe qui. C'est le slogan d'IBM, ça. Voilà, potentiellement. Voilà, t'es aux États-Unis, Tim? Je suis à Londres, mais là, Ben, okay. Il est en Corée en ce moment. Voilà, Martin, il est à Montreuil. Moi, je suis aussi en France. On est en train de se parler en temps réel. On pourrait avoir 100 personnes ici, et ça, c'est grâce à Internet. Et cette communication en temps réel, en tout temps, a été rendue possible par Internet. Et ça a permis de créer tout. On ne serait pas capable de faire ce type de podcast si on n'avait pas ces infrastructures Internet et toutes les couches qu'il y a en dessous. Donc de la même manière, je pense que la crypto va permettre d'ouvrir le commerce international vers des régions qui aujourd'hui sont totalement hors du système traditionnel, l'Amérique du Sud, l'Afrique, certaines parties de l'Asie. Et créer un monde. Chacun a accès à ces opportunités, aux mêmes opportunités. Et je pense que c'est ce que la blockchain et la crypto de manière générale, c'est le rêve en tout cas, c'est de faire tomber les barrières finalement qui sont aléatoires, qui sont parfois discriminantes vis-à-vis de certaines populations parce que le gars il a le malheur d'être né sur un certain bout de terre. Tout à fait, ok. C'est une belle vision, je te rejoins complètement, je suis d'accord avec toi. De même. Solution for a small planet. C'est ça le slogan d'IBM. Enfin, le vieux. Avant Think. Anyway. Merci beaucoup, Seb, d'être venu. Merci, les gars. D'avoir parlé en français. Cool. Exercice Merci. que j'espère ne t'a pas trop fatigué. Où est-ce qu'on peut te suivre, Seb, pour les gens qui nous suivent et qui aimeraient continuer de... Sur Twitter. C'est quoi? Parce que ton blog, j'ai tenté de te trouver, je t'ai pas trouvé. C'est Seb 3.0, donc SEB 3, le chiffre 3, POINT 0. Avant c'était Seb 2.0, donc quand j'ai commencé ma carrière j'étais Seb 2.0 et je suis devenu Seb 3.0. Donc le podcast c'est Epicenter, donc epicenter.tv, on peut aussi le trouver sur YouTube. Et mon autre podcast c'est The Interop, on le trouve aussi sur YouTube, donc c'est THE plus loin, Interop, INTEROP, et c'est à peu près tout. Excellent. Eh ben trop cool, du coup. Très bien, merci. J'espère que les gens te suivront parce que tu as des choses très, très, très cool à partager. En tout cas, nous, aujourd'hui, tu nous as bien éclairé. C'était super chouette. Merci d'être venu. Et puis, à très bientôt, du coup. Ça marche. Ciao, Seb. Ciao. Ciao. Merci. Salut tout le monde. Ciao, ciao.